Y a-t-il satisfaction plus grande que d'assister à un combat, à un affrontement, à un duel parfaitement orchestré et maîtrisé de main de maître? Avoir des amis et une vie sociale peut-être? Ta gueule! La litanie des coups, la violence des engagements, la conflictualité des idéologies, le fracas des os brisés, les personnages poussés dans leur dernier retranchement, la tension palpable qui se lit sur les visages, la petite goutte de sueur qui en dit long. Les affrontements dans les mangas, c'est véritablement quelque chose. Si certains se reposent principalement sur l'esthétique, sur le dynamisme et sur la qualité d'animation pour procurer un plaisir direct au spectateur, d'autres se veulent plus profonds et mettent en scène des luttes qui dépassent les simples clivages scénaristiques et relèvent d'un véritable spiritualisme, d'une véritable transcendance. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des combats de JoJo's Bizarre Adventure. Cette vidéo n'est pas un classement, il s'agit de mon propre avis subjectif sur ce que je considère être les meilleurs affrontements qui parsèment l'œuvre de Hirohiko Araki. Vous avez parfaitement le droit de ne guère être d'accord avec mes propos, et je vous attends en commentaire pour en apprendre plus sur vos affrontements préférés à vous, et sur les raisons qui motivent vos choix. Je parlerai des combats par ordre chronologique des parties, ainsi vous pourrez aisément éviter le spoil si ça vous gêne. Bref, comme dirait l'autre... Phantom Blood et Battle Tendency ont une approche assez spécifique des affrontements, puisque ce sont des parties qui reposent sur la science des ondes, une technique qui se veut art martial. Les stands n'existaient pas à l'époque. Du coup, en passant de ces deux parties à Stardust Crusaders, Araki a véritablement changé l'essence de son paradigme, car les ondes impliquent une vision du combat dont les modalités et les mécanismes sont différents de ceux des stands. En substance, Araki parvient cependant à créer des affrontements qui ne relèvent pas de la bourrinade totale et qui mettent en scène des véritables moments d'anthologie, savant mélange d'action pure, mais aussi de stratégie et de tactique. Dans Phantom Blood, le premier combat que je retiens c'est celui entre Jonathan et Blueford. Ce combat met en exergue la prévalence des progrès de Jojo, qui maîtrise les ondes avec une aisance déconcertante, et les met à profit dans toute leur splendeur. Il suffit de voir l'enchaînement de techniques overdrive qu'il réalise pour aboutir au Sunlight Yellow Overdrive, premier barrage de coups de poing officiel de Jojo s'il vous plaît, bien avant Star Platinum et c'est Ola. J'adore l'ambiance de ce combat, mais aussi la détermination dont fait preuve Jonathan, qui, alors qu'il est en train de se noyer, se résout à plonger encore plus profondément afin de trouver une bulle d'air qui lui permet de regagner de l'oxygène et utiliser les ondes. Jonathan a fait preuve d'énormément de ténacité, de courage, mais il a aussi eu une chance insensée puisque les fonds de ce lac recélaient une cavité pleine d'air à cet endroit précis. Subséquemment, Jojo reçoit de Blueford son épée en tribut à sa victoire, épée qu'il a tout naturellement rebaptisée Luck and Pluck, autrement dit chance et cran. Ce dont il a fait preuve durant ce combat. Blueford est un adversaire extrêmement honorable et digne, qui va nourrir Jonathan et acter comme un symbole de transmission. Oui, un symbole de transmission, encore une fois, que voulez-vous, c'est un thème très récurrent dans Jojo, on n'y peut rien. Jonathan a donc été galvanisé par sa rencontre avec Blueford, archétype du fier chevalier qui répond à un code de l'honneur très strict. La chevalerie, c'est un système bien ancré dans les cultures françaises et britanniques, alors ce combat participe en plus à renforcer l'économie générale de la partie d'un point de vue référentiel. J'ai vraiment adoré ce combat personnellement. Le second combat que je retiens, c'est bien évidemment l'affrontement final entre Jonathan et Dio. C'est la résolution des péripéties, c'est l'aboutissement de la quête, c'est l'affrontement fratricide des deux rivaux, c'est la dichotomie entre l'ombre et la lumière, c'est la confrontation entre le bien et le mal. Un affrontement qui relève vraiment du classique. Dans ce combat, Jonathan, qui est maintenant un maître des ondes confirmé, affirme la supériorité de l'humanité et honore la mémoire des défunts qui ont jalonné son parcours. Son père, Zeppeli ou encore Blueford. Son coup de poing final est absolument flamboyant et l'épée qu'il a obtenue de Blueford, symbole de transmission, aura été décisive dans sa victoire. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Dio reconnaisse la valeur de Jonathan et réprimande ce sournois de Wang Chan qui tauntait ouvertement Jojo. L'arrivée de Jonathan et sa confrontation verbale avec Dio me rappellent vraiment Castlevania Rondo of Blood quand Richter Belmont arrive devant Dracula. A mon avis, il y a des chances pour que Konami se soit inspiré de Jojo pour cette scène, vu que Phantom Blood est sorti plusieurs années avant. Mention spéciale au combat contre Tarkus, dont j'aimais beaucoup l'esthétique, et qui met en scène de manière très théâtrale, très dramaturgique, la mort de Will, mais je vous renvoie à ma vidéo sur les Zeppeli pour plus de détails là-dessus. Dans Battle Tendency, le choix est vite vu. Les affrontements de Joseph sont tous fantastiques, mais évidemment, ceux qu'on retient le plus sont ceux contre les hommes du pilier. Joseph s'est quand même fait les 3 à lui seul. Ce mec a réussi à vaincre 3 demi-dieux juste avec sa ruse et son intelligence. Joseph est un prodige des ondes. Il n'a pas eu véritablement de maître avant Lisa. Pourtant, il savait déjà s'en servir, ce qui prouve son niveau absolument fantastique. Mais là où Joseph fait fort, c'est par son inhérente tacticité. C'est un stratège absolument formidable. Il est l'archétype de l'homme rusé à la limite de la fourberie. Il élabore des machinations avec une aisance décontenançant tous les codes de l'honneur.
Joseph possède aussi la technique ultime, la technique secrète des Joestars, dont il fait preuve à plusieurs reprises, mais surtout face à Cars, l'antagoniste ultime. La technique secrète des Joestars représente parfaitement l'idéologie de Joseph, tout en sublimant la dimension humanistique du personnage. Cette technique, c'est reculer pour mieux avancer, c'est montrer que dans l'adversité, l'humain parvient toujours à s'en tirer avec panache, avec audace, avec véhémence, et ce, grâce à ses plus grandes forces. Son ingéniosité, son intelligence, sa capacité d'innovation, de découverte, de raffinement, sa capacité de création. Joseph me fait vraiment penser à Ulysse, le personnage de l'Iliade et l'Odyssée, et j'adore cette analogie encore plus car Ulysse, dans la mythologie grecque, a côtoyé des demi-dieux comme Achille, alors qu'il était lui-même simple mortel. Et donc j'aime ce parallèle entre Ulysse, l'homme rusé et stratège qui côtoie les dieux, et Joseph qui lui affronte des demi-dieux bien plus puissants que lui. Son combat contre AC/DC était fantastique, et on constate à quel point l'intelligence de Joseph surprend même les hommes du pilier. Métaphoriquement, Joseph, qui n'est qu'un simple mortel, prend le dessus sur un demi-dieu grâce à sa ruse, à tel point que ce dernier révèle sa vraie nature monstrueuse et perd totalement le contrôle. Son affrontement contre Wammu est pour moi le pinacle, le paroxysme de la grammaire de Joseph Joestar. Il a totalement anéanti son adversaire avec un mélange de tactique, de bagou, de chance et des capacités scientifiques qui relèvent tout simplement du génie. Le ricochet du projectile de l'arbalète, c'était juste insane. Ajoutons à cela une atmosphère de gladiateur avec la course de chars, la puissance, l'honneur, la résolution de Wammu qui se crève les yeux durant le combat pour finalement mourir tel un fier guerrier. Et on obtient un affrontement juste mythique. L'affrontement avec Cars, c'est l'affrontement de David contre Goliath, de l'humain contre le dieu, de l'esprit humain face à la puissance divine. Joseph a mobilisé tout son génie contre Cars. Il a tout simplement mystifié ce demi-dieu et l'a juste surpassé sur tous les plans, réaffirmant par la même occasion la victoire de l'humanité. Il y a un véritable suspense qui s'instaure par la fin du combat. On a fini par croire que Joseph était mort durant ce combat, tout comme Jonathan avait péri face à Dio. Mais telle une ombre surgissant à son propre enterrement, notre bon Joseph est revenu d'entre les morts pour troller ses compagnons une ultime fois. D'ailleurs, ce terme résume très bien Joseph, troll. Mention spéciale à César versus Wammu aussi, évidemment. Wammu qui dira de César qu'il était l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. Stardust Crusaders, apparition des stands, et donc d'un nouveau paradigme de combat. Les ondes faisaient place à des affrontements très intéressants par leur nature versatile, qui mixaient arts martiaux et capacités presque magiques et ésotériques, qui influent sur l'environnement. Mais les stands sont un niveau au-dessus. Les stands permettent de créer une infinité d'engagements, de confrontations, de duels. Un stand, ça peut avoir littéralement n'importe quelle capacité. La seule limite des capacités d'un stand, eh bien c'est l'imagination de l'auteur. Partant de ce postulat, les stands peuvent tantôt offrir affrontements très physiques et bourrins, ou encore affrontements tactiques et psychologiques. Ou bien alors, un savant mélange des deux. Il n'y a pas de typologie arrêtée des combats de stand, et c'est ça qui est formidable. Dans Stardust Crusaders, il y a énormément d'affrontements d'anthologie, mais le premier que je retiens, c'est sans doute celui qui met en scène Anubis, le stand confiné dans une lame artefact maléfique. Le concept d'un objet inanimé imbu d'une puissance psychique est déjà super intéressant en soi, mais en plus, le dit objet induit un processus de possession qui lui permet de jongler d'hôte en hôte. La première phase du combat qui oppose Polnareff à Chaka était déjà géniale en soi. La nuit orientale qui tombe sur ce petit complexe en ruine, et Polnareff qui se comporte comme un fervent duelliste face à un manieur d'épée adverse, contribue à structurer une atmosphère absolument mirifique. La deuxième phase du combat est la plus intéressante, car le stand se déplace à loisir de manière en manière, avant de posséder Polnareff qui affronte Jotaro dans un combat brutal et physique absolument grandiose. Ce passage où ils échangent des volets de coups à travers l'eau d'une bouche d'incendie qui a éclaté est juste visuellement incroyable. À côté de ça, j'aime la tension et le sous-texte de ce combat. D'un côté, Jotaro doit assurer sa propre survie pour mener à bien sa mission, mais d'un autre, il a sur la conscience le fait qu'il devra peut-être se résoudre à blesser mortellement son ami Polnareff. Un vrai dilemme cornélien qu'il résout en faisant preuve de valeur sacrificielle et en feignant d'être surpris par la lame pour se faire transpercer et mieux la détruire. En tout cas, on notera que Silver Chariot avec 2 lames est déjà ultra classe, mais surtout qu'il a donné énormément de fil à retordre à Star Platinum. Et on parle de Star Platinum quand même, hein. Comme s'il fallait une preuve de plus pour montrer que Silver Chariot est un monstre. Après, personnellement, je me demande si Jotaro a réduit sa puissance face à Polnareff pour ne pas le blesser, ou alors s'il y est allé à 100%. J'opterais plus pour la seconde option personnellement, car il devait quand même prioriser sa quête, même si ça impliquait de devoir blesser son ami. Évidemment, le combat final entre Dio et Jotaro était juste dantesque et anthologique. Je pense que c'est hypothétiquement le combat le plus connu, le plus mythique de JoJo's Bizarre Adventure. Cette nuit au Caire, dans un cadre à des allées-lumière des standards du manga de l'époque, c'est déjà un élément qui rend ce combat mémorable.
À côté de ça, on a l'apparition finale de Dio qui a déjà Oxy Kakyoin et qui révèle The World, la surpuissance incarnée. La concomitance entre phases de barrage de coups, violents sursauts de puissance, avec des phases de tactique et de tension psychologique palpables, est maîtrisée de main de maître par Araki. Cette alternance œuvre à structurer une montée en puissance graduelle de la tension du combat, de la lourdeur des enjeux, du sentiment de peur qui s'installe au fil des minutes, puisque Dio devient de plus en plus puissant. Le combat est très violent et très cru, avec les lames qui transpercent, l'arrêt du temps qui crée un sentiment de vulnérabilité, les os brisés, les chutes vertigineuses, les corps transpercés et j'en passe. C'est aussi un affrontement très dynamique, notamment par sa dimension aérienne et le fait que les stands se propulsent avec une puissance telle qu'on croirait qu'ils sont en train de voler. Plus que n'importe quel autre combat de JoJo, celui-ci est véritablement unique, car il mêle des éléments très codifiés d'un paradigme du combat instauré par Dragon Ball, c'est-à-dire des affrontements très nerveux, très vifs, graphiquement très dynamiques et prenants, avec la tension psychologique et intellectuelle qui est inhérente au combat de JoJo. D'ailleurs, l'aura des personnages et le fait qu'ils volent presque, c'est la réminiscence de Dragon Ball Z à 100%, y a aucun doute là-dessus. Et avec l'esthétique de JoJo par-dessus, c'est juste un pur plaisir pour les yeux. Ce combat, c'est un florilège de scènes cultes, des Muda Muda de Dio, en passant par les... ou encore le fameux... Ce combat a sa place au panthéon des meilleurs affrontements de l'histoire du manga et pas seulement de JoJo. Mention spéciale à Polnareff versus Vanilla Ice, ce salaud, avec le sacrifice d'Abdul et la mort de Iggy, et évidemment à Jotaro versus Steely Dan, qui a surtout de l'intérêt pour le beatdown final qui est anthologique. Diamond is Unbreakable est une partie qui est culte par ses stands, par son atmosphère très locale, et par certains de ses personnages qui ont énormément marqué les esprits. Cependant, je trouve qu'en termes d'affrontement, elle fait preuve de moins de tension que les autres parties, notamment d'un point de vue idéologique et symbolique. Après, il y a une grande variété de duels, ça c'est sûr, et Araki a commencé à conceptualiser son propre paradigme, sa propre conception de ce qu'est un affrontement dans cette partie justement. Par exemple, une simple partie de D devient pour les personnages le théâtre d'un affrontement très lourd, très orchestré, entre Rohan et Josuke. Et c'est ça qui est si surprenant dans JoJo. L'auteur crée des confrontations à partir de tout et de rien, et il développe une véritable tension narratologique à partir d'éléments banals et très prosaïques, très communs. La partie de D entre Josuke et Rohan, qu'on croit de base totalement ridicule et sans intérêt, quand pour rappel à côté de ça il y a un tueur en série qui sévit dans la petite ville de Morio, devient un véritable duel d'anthologie entre les personnages. Bon, qu'on se mette d'accord, je ne considère pas qu'il s'agit d'un des meilleurs affrontements de JoJo, mais il a le mérite d'être souligné tout de même. Pour cette partie, je retiens personnellement l'affrontement entre Josuke et Akira Otoishi. Son stand, Red Hot Chili Peppers, est absolument redoutable, et c'est le premier antagoniste de taille auquel nos amis sont confrontés. Les phases d'affrontement physique entre Crazy Diamond et Peppers sont juste électrisante. Le personnage d'Akira Otoishi en lui-même est super cool. Le guitariste un peu déjanté qui prend son kiff à jouer avec un doigt cassé, c'était vraiment culte. L'affrontement entre Josuke Yuya Fungami et son stand Highway Star était absolument génial. Les confrontations course-poursuite dans JoJo sont toujours grisantes, et elles exudent une tension incroyable, digne des plus grands films d'action américains. Le moment où Josuke déconstruit sa moto grâce au port de Crazy D et passe au-dessus du bambin dans sa poussette, c'était vraiment cool. Et évidemment, la réplique devenue culte de Josuke qui fracasse Yuya dans son lit d'hôpital. Finalement, mon affrontement préféré de la partie 4, c'est sans aucun doute celui entre Yoshikage Kira, Koichi et Jotaro dans le magasin de chaussures. Cet affrontement était génial. Le développement idiosacratique de Koichi, antagonisé au caractère psychopathique de Kira, était juste insane. Déjà, il y a le moment où il tente d'appâter Jotaro et Koichi en faisant sortir son grand bras de l'ombre de manière menaçante pour attraper sa veste, puis le déploiement de Sheer Heart Attack qui écrase la figure du pauvre cordonnier avant de s'attaquer à nos deux protagonistes. Mythique, tout simplement. Ce combat, c'est aussi un des premiers où l'on voit Jotaro dans une véritable position de faiblesse, puisqu'il dépend entièrement de quelqu'un d'autre, ici en l'occurrence de Koichi, qui n'a d'autre choix que de croître psychologiquement dans le but de sauver celui qui est presque devenu son mentor. Développant ainsi Echoes Act Free, il mettra Kira en difficulté au point de le faire se dévoiler au grand jour et revenir sur les lieux de son crime. Le retour de Kira et les événements qui en découlent sont si substantiels dans la compréhension de l'idiosyncrasie du personnage qu'ils rendent cet affrontement tout simplement brillant. Le toc de Kira, qui ne peut pas supporter de voir la chaussette de Koichi inversée, nous éclaire particulièrement sur le comportement intrinsèque de cet individu qui priorise la résolution de son trouble au détriment de sa propre survie, puisque Josuke Okuyasu menace de revenir à tout moment et de découvrir son identité. J'aime aussi particulièrement le fait que Kira sous-estime Star Platinum dans un accès d'orgueil, avant de se faire laminer la face par ce dernier. Avec ce combat, Kira prend réellement une dimension de danger imminent, et il n'est plus qu'une simple ombre, une simple chimère définie par les mots de Reimi Sugimoto. Sa menace est à présent bien réelle,
et la traque contre le tueur en série est finalement lancée en grande pompe avec ce combat d'anthologie. Pour la partie 5, c'est très délicat car en vérité, eh bien j'aime tous les combats. Et oui, j'aime littéralement tous les combats de la partie 5, tout comme j'aime tous les stands de la partie 5. Je dirais que les seuls affrontements que je trouve un peu en deçà sont ceux de Narancia, encore que l'adaptation animée a clairement fait évoluer mon point de vue sur eux. Narancia versus Formaggio était vraiment cool, surtout le final où ils dégainent leur stand dans une rue complètement enflammée à la manière d'un duel de mafieux. Dommage que Narancia n'ait pas fait son Volare Via à ce moment-là et qu'il l'ait réservé à Squalo et Tiziano. Mais venons-en au combat que je retiens. Si je devais retenir 3 combats de la partie 5, ce serait premièrement le combat dans le train qui oppose Buccellati à Prosciutto et Pesci. Je suis juste à court de mots pour expliquer à quel point je suradore ce combat. Moi qui utilise d'habitude des mots chiants et compliqués à tout va et qui casse les couilles de tout le monde avec ça, eh bien là, je suis juste sans voix. Ce combat est juste magnifique, il est extrêmement fort de symbolisme par la résolution de Buccellati et sa confrontation idéologique avec Prosciutto, sur l'essence de ce qu'est être un meneur, un leader. Il est fort en symbolisme aussi par le développement psychologique spontané de Pesci, ainsi que par sa relation avec Prosciutto. Pesci, qui passe de véritables larves à un adversaire extrêmement redoutable et mortel, à tel point que Buccellati en vient à considérer que du duo, c'est en vérité lui le plus effrayant et le plus puissant. À côté de ça, on a un Buccellati qui est juste au sommet de sa splendeur. Il a pris les 2 membres de la squadra en 1v2 et ce, en étant affaibli par le stand de Prosciutto s'il vous plaît. Et comme on l'a vu, le vieillissement affecte aussi les capacités offensives et défensives des stands. Cela n'empêche pas notre Zipperman préféré de leur casser la bouche, notamment avec ce glorieux coup de pied qui procure une extrême satisfaction. Ce combat, c'est juste la perfection jojoesque à l'état pur. Un brillant mélange d'action, d'idéologie conflictuelle, de réflexion, de stratégie, de tension. Tension exacerbée par le dynamisme du train en marche à pleine vitesse, mais aussi par le pouvoir de Pesci, Beach Boy, qui peut littéralement localiser et attaquer de n'importe où, et atteindre directement les points vitaux de sa cible. Ce qui résultera entre autres en ce moment d'asphyxie où Buccellati arrêtera presque le fonctionnement de son cœur pour se rendre indétectable. Finalement, la conclusion du combat, avec un Buccellati qui sort doucement du train, résolu et serein, prêt à dégainer son Sticky Fingers contre Beach Boy dans un duel d'anthologie où il oblitère Pesci avant de déclamer un puissant Arrivederci. Évidemment, le tout est parfaitement synchronisé avec le thème de Giorno, dont on ne cessera jamais de faire l'éloge, sous un coucher de soleil italien des plus picturaux. Buccellati versus Pesci et Prosciutto, c'est du lourd les amis, c'est du très très lourd. Le deuxième combat que je retiens, c'est celui entre Doppio / Diavolo et Risotto Nero, un affrontement de légende entre le boss de la mafia et le leader de la squadra. Risotto Nero est un antagoniste d'une classe incalculable. Il a énormément bénéficié de l'adaptation animée en obtenant pléthore de scènes inédites qui n'existaient pas dans le manga. Ce qui ne change pas entre l'anime et le manga en revanche, c'est que ce combat demeure juste oufissime. La tension y est extrême, et de manière très paradoxale et inédite, Diavolo est véritablement en danger de mort, car il ne peut pas prendre le contrôle direct du corps qu'il partage avec Doppio. Déjà, rien que l'arrivée de Risotto et sa bande-son sont mythiques. Le combat est d'une viscéralité, d'un cru insoutenable, il prend réellement aux tripes, c'est probablement l'affrontement le plus sanguinolent de JoJo's Bizarre Adventure, une vraie boucherie. Doppio se fait torturer par Risotto et son stand Metallica, qui est probablement le meilleur stand d'assassinat de tout JoJo's Bizarre Adventure. Metallica est un stand extrêmement puissant grâce à sa modulation du fer. Après, l'avantage qu'il a eu, c'est que Doppio ne possédait qu'une version très réduite de King Crimson, ce qui est parfaitement illustré par le fait que l'anime n'apporterait que les bras du stand ou encore épitaphe sur le crâne de Doppio. Donc pas de pouvoir d'effacement du temps jusqu'à ce que le boss arrive finalement. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce combat que la deuxième capacité du stand du parrain est introduite véritablement. Comme si King Crimson n'était déjà pas assez abusé comme ça. Cette introduction d'épitaphe vient accroître encore plus la dimension de puissance et d'effroi instaurée par le boss. En tant que spectateur, on découvre ce pouvoir que les personnages, eux, ne connaissent pas de manière intradigétique. Si on ajoute à cela l'assassinat de Abakyo juste après le combat, on voit que l'auteur a vraiment cherché à créer un sentiment d'impuissance, comme si toute résistance semblait vaine et inutile face à King Crimson. Les visuels et l'esthétique du combat sont juste époustouflants. Les changements de contraste et de couleurs, la rage de Risotto qui finit par comprendre qu'il a mis la main sur le boss, sa défiance finale où il préfère mourir dans la souffrance et tenter d'emmener le boss avec lui dans la tombe plutôt que de se conformer à ses ordres et perdre son honneur. Le tout sublimé par une hoste pleine de tension et d'alarme. L'affrontement des deux boss de la mafia était grandiose, à l'instar de ces deux mastodontes de puissance, et il a offert une conclusion magnifique à la saga de la Squadra Esecuzioni. Ensuite, j'aime beaucoup le combat final de Ventoreo entre le boss et le gang. Il est très inconventionnel et original, notamment avec l'échange de corps de Chariot Requiem. Ah oui, et ce truc là aussi j'avais oublié. J'ai aussi adoré l'affrontement entre Gaccio, Mista et Giorno, mais le dernier combat que je retiens se passe de commentaires et se résume juste à ça.
Ce Muda Muda justifie à lui seul la place de ce combat au panthéon des meilleurs affrontements de JoJo. La première fois que j'ai lu ce passage dans le manga et que j'ai vu que ça continuait encore et encore, que ça s'étalait sur toutes les pages, j'en pouvais juste plus, j'étais comme un fou. L'adaptation animée de David Productions a plus que rendu grâce à ce moment d'anthologie du manga, et la performance du doubleur était juste admirable, en particulier le... Allez, on se le remet, juste pour le kiff. Vous en reprendrez bien un petit dernier pour la route, n'est-ce pas? Outre le caractère anthologique de ce combat, il y a aussi toute une dimension psychologique sous-jacente derrière le barrage de coups de poing de Giorno. Pour la première fois, il a vraiment l'air d'avoir perdu le contrôle de sa rage, lui qui est d'habitude si contenu, si posé, et qui tabasse ses adversaires juste ce qu'il faut pour les mettre hors d'état de nuire. À travers le... On a partiellement ressenti l'héritage de Dio, les gènes de la rage contenue qui demandent à être libérés. Fort heureusement, Giorno ne se révélera pas comme son père, et Chocolata, lui, aura fini dans la benne à ordures. Dans la partie 6, il y a de très bons affrontements qui sont sublimés par des stands très puissants et aux capacités très intéressantes et versatiles. D'un point de vue esthétique cependant, je n'aime personnellement pas trop l'univers carcéral cloisonné, qui pour une bonne partie du scénario n'offre pas une grande diversité d'environnement. Ce qui change un peu après que Jolyne s'échappe de Grindolphin, heureusement. Le premier affrontement que je retiens, c'est celui entre Jolyne et le garde pénitentiaire Viviano Westwood, dans le quartier de haute sécurité. J'adore l'atmosphère de chaos qui règne avec tous les prisonniers qui s'échappent de leurs cellules, ces pêcheurs qui vont être sacrifiés pour le plan du père Pucci. Simultanément, Jolyne se bat contre le surveillant, qui a obtenu un stand grâce au surpuissant Whitesnake. Cet affrontement pour le coup, c'est beaucoup de bastonnades, on se croirait dans une arène de gladiateurs. Et Jolyne est sacrément violente, elle est prête à littéralement dépecer son adversaire avec Stonefree pour s'assurer la victoire. J'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois adapté en animé, j'espère que ce sera aussi dynamique que ça en a l'air dans le manga. Mon deuxième combat favori pour la partie 6, c'est celui entre le père Pucci et Weather Report, son frère jumeau. J'aime beaucoup la dualité entre Pucci et Weather, et l'histoire qui les unit, et ce combat acte comme une résolution à ce conflit scénaristique qui les oppose. J'ai toujours trouvé tragique le fait que le père Pucci ait en quelque sorte privé Weather, ou plutôt West Blue Marine, de son existence en lui dérobant son disque de mémoire. Ce combat, c'est tout simplement le symbole de Weather Report est un stand ultra abusé, Whitesnake est un stand ultra abusé. Voilà. Les frères Pucci sont juste surpuissants, ils ont un panel de capacités incroyable, des stands à la puissance physique de destruction extrême. Et en plus, ils sont prêts à tout pour accomplir leurs objectifs respectifs. Whitesnake est un stand de manipulation incroyable, et sa capacité à tout objectifier grâce à ses disques le rend virtuellement omnipotent. À côté de ça, Weather Report, le stand, est tout aussi mortel, et son phénomène de réfraction de la lumière qui provoque des images subliminales crée un chaos sans précédent. Il ne faut pas non plus oublier la participation de Anasui et Diver Down au combat, qui font repousser une jambe à Weather qui l'a perdu. Cela ne suffira malheureusement pas, et Weather périra durant l'affrontement. L'histoire des frères Pucci est vraiment une tragédie, et ce combat, c'est un peu l'illustration du sacrilège qu'est le fratricide, le caractère corrosif de la rivalité fraternelle. Toujours est-il que j'adore l'attention de ce combat et surtout les capacités qui y sont portraites. Le combat final entre Simoon et le groupe de Jolyne était formidable. L'altération de l'environnement, grâce aux capacités gravitationnelles du stand, a structuré un terrain de combat super dynamique et vertical. Les phases de pugilat entre Stonefree et Simoon sont un pur régal, et le génie tactique de Jolyne, qui crée un ruban de Mobius pour contrecarrer les effets du stand, c'était juste. Concernant la suite du combat et l'apparition de Made in Heaven, je n'ai guère grand chose à dire cependant. Je veux dire, Made in Heaven c'est Avengers Endgame de toute façon, donc bon. Steel Ball Run c'est comme Vento Oreo, j'aime tous les combats. Steel Ball Run de toute façon, c'est la perfection incarnée, c'est l'apogée du concept arakien. On me demande souvent quelles sont mes parties préférées dans JoJo, et je ferai une vidéo là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que Steel Ball Run est clairement ma partie préférée de JoJo. J'aime toutes les parties de JoJo, vraiment toutes, mais Steel Ball Run, c'est juste une œuvre d'art, ni plus ni moins. Et nécessairement, les affrontements sont un facteur prépondérant qui ont conditionné mon amour pour cette partie. Les combats de Steel Ball Run sont tous fantastiques. La partie se caractérise par sa montée en puissance graduelle. Les affrontements deviennent de plus en plus violents, de plus en plus lourds, de plus en plus tactiques, de plus en plus tendus. C'est difficile de faire un choix et de considérer qu'un affrontement est supérieur à un autre, mais le premier que je retiens, c'est sans aucun doute Jairo vs Ringo Rodogain, also known as l'un des meilleurs antagonistes mineurs de tout JoJo, si ce n'est le meilleur. Son combat est juste magnifique. Premièrement, c'est une brillante réinterprétation du style graphique du duel de Western Spaghetti. 2 hommes, 2 guns, de la tension, celui qui dégaine le plus vite. Deuxièmement, il illustre toute l'idéologie et la philosophie de Ringo, qui théorise sur ce qu'il nomme le monde des hommes, Mandom en anglais.
Troisièmement, Jairo qui se confronte spirituellement à son père Gregorio, qui l'enjoint à rebrousser chemin et à se comporter comme un conformiste au destin. Jairo choisit malgré tout la révolte et s'engage dans son duel contre Ringo pour sauver Johnny. Le pouvoir de Ringo est juste abusé, pouvoir qu'il révèle ouvertement à ses adversaires par son code de l'honneur qu'il s'est imposé, dans le but d'aboutir à un duel plus juste. La détermination de Jairo qui balance sa steel ball continuellement jusqu'à vaincre Ringo est juste magnifique. Ringo est un antagoniste fantastique et vous pouvez clairement compter sur une vidéo sur lui. Ce duel était d'une beauté, d'une splendeur merveilleuse. Et il y en a un autre qui est tout aussi passionnant. C'est celui entre Jairo, Johnny et Weka Pipo accompagné de Magenta Magenta. Déjà, l'environnement de ce combat et l'évolution du climat vers une plaine enneigée est juste génial. J'adore Steel Ball Run pour la diversité des paysages qui est portrait dans le manga, à la différence de Stone Ocean par exemple. Le fait que Jairo soit confronté à une autre manière de Steel Ball avec une technique tout aussi létale que la sienne, c'est un vrai rebondissement scénaristique en soi. Weka Pipo est un excellent personnage, et la nature de ses motivations est vraiment très humaine, très tragique. Ce personnage est véritablement mélancolique. Sa technique d'attaque du côté gauche est redoutable, et d'un point de vue graphique, j'adore la manière dont est représenté le processus de disparition de la vision du côté gauche. Le fait que ce soit dans un environnement enneigé, blanc et immaculé, accentue encore plus le sentiment de vide, de néant. Et je pense que le choix du terrain par Araki était clairement voulu pour renforcer cette tension. Des visuels époustouflants, des personnages de haute volée, un duel de Steel Ball, des techniques extrêmement travaillées, ça donne un combat absolument fantastique. Le dernier combat que je retiens pour Steel Ball Run, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'apothéose artistique. Je parle évidemment du duel final entre le président et Jairo, Johnny, mais aussi Diego et Hot Pants. Personnellement, j'ai toujours considéré que le duel final contre Funny Valentine débute à partir du moment où il enlève Lucy et que Diego et Hot Pants se lancent à sa poursuite. Cet affrontement est d'une maîtrise, d'une perfection sans égale. Déjà, il est très long et très développé, s'étalant sur une partie très substantielle de Steel Ball Run, probablement l'affrontement le plus long de toute JoJo's Bizarre Adventure. Sa longueur ne l'empêche pas de conserver un dynamisme constant cependant. La motion du train en marche et le double affrontement entre Diego Hot Pants dans le train et Jairo Johnny qui poursuivent à cheval est juste insane. Ce combat, c'est la synthétisation du génie arakien. Des phases de combat physique dynamique et violent, des phases de stratégie, de la tension, un caractère très grandiose et théâtral, des enjeux scénaristiques incroyables avec la présence du corps du Christ, une mise en scène d'idéologie aussi puissante que développée, un environnement absolument magnifique, avec une valeur très référentielle à la culture américaine, des rebondissements, il y a tout dans ce combat, littéralement tout. Si l'on considère la totalité de l'œuvre que constitue JoJo's Bizarre Adventure, c'est assez difficile de faire plus complet. D-Force et le président sont absolument incroyables, ils exudent un tel sentiment de puissance, d'invincibilité, de maîtrise, un véritable antagoniste dans toute son omnipotence et sa magnificence. Le flashback sur l'histoire du père de Valentine, qui est une référence à une scène de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, vient donner une dimension extrêmement complexe au patriotisme du président. Et j'aime particulièrement la manière dont il s'attache au mouchoir qu'il a hérité de son père. Évidemment, impossible de ne pas mentionner Tusk Act 4 ou encore Ball Breaker, qui métaphorise le paroxysme du développement idiosyncratique de Johnny et Jairo. Tusk Act 4, c'est la preuve que Johnny a achevé son voyage initiatique. C'est la preuve qu'il a reçu le savoir de Jairo, son meilleur ami et mentor, mais aussi qu'il a compris l'essence de ce savoir et qu'il a su l'appliquer à bon escient. Les ultimes remerciements de Johnny à Jairo sont vraiment émouvants, et sa confrontation finale avec le président, qui tente de le manipuler, est splendide. Funny Valentine est un antagoniste très noble, dans le sens où il est mort en ne faisant aucune concession. Il est mort en accord avec son idéologie. Il est mort avec la fervente conviction que ses actions n'étaient que pure justice et patriotisme. Il est mort en paix avec lui-même et avec ses objectifs. Ce combat, à la grande différence des affrontements finaux précédents, ce n'est pas l'affrontement de l'homme contre Dieu, ni celui du bien contre le mal. Ce combat, c'est l'affrontement de l'homme contre l'homme. Et c'est ce qui est magnifique. Steel Ball Run est la partie qui est sans doute la plus ancrée dans l'iconographie et l'iconologie judéo-chrétienne, avec Vento Oreo aussi. Pourtant, c'est aussi la partie qui porterait les personnages les plus complexes, les plus humains. Steel Ball Run n'a pas vraiment de dimension manichéiste, alors que le dualisme, c'est justement un élément qui a souvent été récurrent au sein du système religieux. Je pourrais m'étendre des heures sur la perfection de ce combat, tellement je l'apprécie et le tiens en haute estime. Je n'ose même pas imaginer à quel point il deviendra mythique quand il sera adapté en animé. Enfin en 2048. Pour Jojo Lion, je ne vais pas m'étendre comme à l'accoutumée, car il s'agit d'une partie en pleine publication, et de plus le scénario est extrêmement imprédictible. Donc mon avis pourrait drastiquement changer sur la question des meilleurs affrontements. En outre, dans Jojo Lion, c'est la dimension d'enquête et d'investigation qui est la plus pertinente et prévalente. Mais il y a néanmoins des combats extrêmement intéressants, comme celui avec Ozone Baby et Poor Tom, ou bien encore celui entre Yasuo, Tsurugi et Dobiwa. Mention spéciale au combat de Scarabée entre Josuke et Jobin, aussi très original et psychologique. Pour être honnête avec vous, j'ai encore du mal à avoir une idée vraiment arrêtée de mes affrontements préférés pour cette partie.
J'aimerais d'abord avoir la conclusion de la partie pour les juger comparativement et en rapport avec l'économie générale de Jojo Lion. Ce qui est sûr cependant, c'est que les affrontements de Jojo's Bizarre Adventure sont absolument fantastiques. Ils sont d'une très grande originalité, ils témoignent de la grande ingéniosité et de l'imagination de l'auteur, et ils sont extrêmement variés, ce qui empêche le sentiment de monotonie et de répétition de s'instaurer. J'aime à dire que dans Jojo, il n'y a très rarement, voire jamais de temps mort, et c'est aussi valable pour les affrontements qui ont toujours une grande signification scénaristique. Bon, sauf la partie de dé entre Rohan et Josuke, on est d'accord. Le combat, c'est un peu l'essence du shonen, voire d'une catégorie spécifique de seinen, et certains sont célèbres pour structurer des combats magnifiques, par l'esthétique, le dynamisme, la qualité d'animation, ou leur caractère viscéral, et j'en passe. Mais personnellement, j'ai rarement été autant pris dans un affrontement que dans Jojo's Bizarre Adventure, et je resterai à jamais marqué par ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et je ne peux vous remercier assez pour ça. Portez-vous bien et arrivederci.